Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat de France Bleu Paris, épisode 14 aujourd'hui. Et oui, épisode enregistré un jour férié, un matin. C'est pour vous dire que les personnes qui sont dans ce studio sont des vrais soldats, des poilus. Ils y sont allés et ils sont là avec moi, bien évidemment. Pêle-mêle, ils vont commenter, bien évidemment, l'actualité du Paris Saint-Germain, la tête du championnat, les galères en Ligue des Champions. Mais pas que, on s'occupera aussi de certains joueurs du PSG. C'est ça, 100% PSG La Tribune, votre podcast préféré de débat, avec bien sûr des débats, de la bonne humeur, de la mauvaise foi aussi et de l'info. Je salue celles et ceux qui nous suivent en podcast audio, bien évidemment, et aussi celles et ceux qui nous suivent sur YouTube, en télé, hein, bien sûr. Ils voient nos bobines d'ailleurs, c'est assez génial. Sur l'épisode de la semaine dernière, pas mal de messages, dont deux du Brésil qui nous sont venus. Un de Guillaume, qui est de Rio de Janeiro, qui nous dit j'écoute l'émission, et d'un autre, alors son nom est inconnu, c'est voilà l'inconnu, de Belo Horizonte. Les gars, je suis juste intéressé, si vous pouvez me donner des nouvelles, de savoir un peu la disquette qu'on a pris avec Beraldo et Moscardo. Voilà, savoir à peu près, pour 50 millions d'euros, t'as plus rien ou pas grand-chose. Voilà, juste si vous pouvez nous donner des nouvelles, de savoir comment on parle de ces deux-là du côté du Brésil. Ça m'intéresse parce que très franchement, entre Moscardo qui ne joue pas du côté de Reims et Beraldo qui joue très peu avec l'équipe 1 du Paris Saint-Germain, c'est toujours un petit peu troublant. Ces deux joueurs du PSG. Voilà, j'ai mis ma bastos, c'est parti. Je remercie d'ailleurs Yacine Ahmed de Paris United de me l'avoir un peu soufflé à l'oreille, mais c'est vrai qu'il avait tellement raison quand il l'a annoncé. Allez les amis, on s'installe, ici c'est Paris. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de ce 14e épisode de la saison, le PSG qui s'impose facilement 4-2 à Angers samedi. Ce PSG qui roule fenêtre ouverte et coude à la portière en tête du championnat. On passera dans la machine du j'aime pas, bien évidemment. Puis on enchaînera sur 3 thématiques. L'invincibilité en Ligue 1, est-ce vraiment important pour le Paris Saint-Germain? Ça, c'est la première question. On fera de l'individuel avec Nuno Mendes. Est-ce qu'on peut parler de top ou de flop en ce début de saison pour le latéral gauche portugais? Enfin, nous allons faire un bilan de la Ligue des Champions à mi-parcours. Oui, il faut se l'imposer. 4 matchs et c'est pas forcément tout le temps brillant. De ça et du reste, vous le savez, on va en parler dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? L'homme du Sud est avec nous, journaliste à Nice Matin SoFoot, notre ultra Matt Fort. Salut Matt. Salut, je suis un soldat qui connaît le code du travail parce que je sais que quand tu travailles un jour férié, c'est majoré. Donc c'est pour ça qu'on est là. Hein. Oui, alors ça, je verrai ça avec la direction. Je suis pas sûr de notre coup, mais on verra ça, les amis. Un autre soldat, Abdellah Boulma, journaliste indépendant et insider hors pair, bien évidemment, de l'actualité de la maison Paris Saint-Germain. Salut Abdellah. Salut Bruno, salut tout le monde. Ça va? Bah écoute, je suis content, les rues de Paris sont vides. Donc t'as pu... Mais franchement, je suis arrivé en 6 minutes. C'est En beau. 6 minutes. Bravo. J'ai mis plus de... Enfin, j'ai parcouru Paris en 6 minutes alors que Romain Bédou a quand même mis 25 minutes pour arriver au studio. On expliquera qu'on a eu un petit problème de porte et donc Romain a dû faire badge, tout le tour de badge et tout. Voilà, notre Romain a dû faire tout le tour de la maison de la radio, ce qui lui a valu d'être un petit peu en retard, mais c'était pas de sa faute, le pauvre. Et donc Romain Bédou qui est avec nous. Salut Romain. Salut Bruno, salut à tous. De France Bleu Paris, du Faut être Club patient, des 5. Il faut être patient, effectivement. On t'a attendu. Il y a même un moment, on a envoyé un message pour dire mais t'es où? On a cru que tu avais eu un souci. J'ai Fait dû faire peut-être un tout le malaise tour, dans les. la maison de la radio est un bâtiment historique. C'est ça, et effectivement. En faire tout le tour, en voir tout le patrimoine, c'est génial de temps en temps. Mais bon, quand on met 25 minutes pour aller d'un point A à un point B, alors que normalement on met 1 minute 30, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Voilà, démarrage de cette émission un peu particulière, mais voilà, c'est annoncé. Les amis, en ce 11 novembre, on va bien évidemment revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que le PSG a battu Angers 4-2, une sacrée première mi-temps. On y reviendra peut-être avec un doublé de Kangin Lee, avec un doublé aussi de Bradley Barcola. Alors je pensais annoncer 3 passes d'Asensio, on nous dit que ce sera finalement
2 passes parce qu'il y a un ballon qui a été touché sur l'un des 3 ballons qu'il a voulu offrir à ses attaquants. On a eu un Paris Saint-Germain très sérieux puis qui a un petit peu lâché la rampe sur la fin de rencontre en encaissant 2 buts à la 90 et 95e minute de jeu pour ce 4-2. Mais sinon, c'était plutôt quand même extrêmement sérieux. Les garçons, on attaque avec le j'aime pas. J'ai 3 garçons avec moi aujourd'hui. On va juste faire un j'aime ou un j'aime pas. On va attaquer avec Matt. Tiens, Mathieu, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas, c'est au choix. C'est un j'aime pas qui est global et qui prend en compte plusieurs mois de réflexion. C'est sur la forme actuelle de Didio Donnarumma. Sur le match d'Angers, il est un peu suspect sur le deuxième but, mais il fait aussi une très belle parade à 2-0 sur Nian. Et surtout, ce but qu'il encaisse, il arrive 4 jours après, sa main toute molle contre l'Atlético en fin de match. Et globalement, un début de saison plutôt moyen, parce qu'Arsenal, il avait été moyen aussi. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une vidéo qui tourne, une sorte de montage, un montage sur ces buts encaissés en Ligue des Champions. Après, un montage, tu peux en faire ce que tu veux, mais il y a quand même pas loin de 10 buts. Et les 10 buts, à chaque fois, il fait une connerie, quoi. Et donc, je te dis, là, ça fait sa 4e saison au club. Il est en fin de contrat en 2026. Et le poste de gardien de but, c'est un poste extrêmement clé quand tu veux franchir un cap. Je dis pas, on n'est même pas là à aller gagner la Ligue des Champions, c'est vraiment franchir un cap. Et je ne sais pas si aujourd'hui on peut franchir ce cap avec Didio qui semble être arrivé à une forme de plafond au PSG. Et il faut vraiment se poser la question cet été, parce on parlait de prolonger le gardien. Et moi je me pose vraiment des questions, est-ce qu'il faut vraiment le prolonger, quoi? Effectivement, c'est vrai que Didio Donnarumma, c'est terrible parce que sur le match d'Angers, il en fait quelques-unes, il en sort quelques-unes et tu te dis qu'il est quand même mis à contribution et puis derrière ça craque et il y a toujours une faute que tout le monde retient et tout le monde tombe sur lui. On va faire le tour de table. C'est vrai que Abdellah, il a tranché Luis Enrique. Tout le monde pensait qu'il allait mettre Safonov pour faire un petit peu tourner. Il remet Donnarumma face à Angers. Et encore une fois, il y a une boulette, il y a quelque chose que tout le monde retient et qui quand même nous pose tous des questions en fait. Comme la question de notre copain Mathieu. Matt a très bien résumé la situation. On a déjà eu ce débat à maintes reprises Ouais, ici c'est ça, sur Donna. On ne parle pas de prolongation pour lui là en ce moment. Ça fait, j'ai vu les vidéos qui circulaient à son sujet sur le net. Newcastle, Milan, Barcelone. Arsenal, etc. Effectivement, certains t'expliqueront qu'il sauve le PSG, voilà, sur 2-3. Mais ce qu'on attend d'un grand gardien, je radote, mais c'est justement en fait qu'il n'ait rien à faire pendant 90 minutes et qu'il nous sauve sur la situation complexe du match. Ce qu'il ne fait pas, il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant et surtout, ce qu'il faut savoir, et je crois que certains confrères en avaient parlé, c'est que le Paris Saint-Germain avait sondé Maignan du côté de Milan il y a quelques mois déjà. Donc effectivement, moi, Donnarumma aujourd'hui ne me rassure pas au cage. Et ils lui ont mis Safonov dans les pattes. C'est voilà, ce qui complique un peu la situation. Je vais venir te voir, Romain, Ouais. mais juste, je veux rebondir avec toi. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a deux échos inverses. Moi, on m'a annoncé que c'était très positif autour de Donnarumma, qu'il voulait quand même le prolonger, que l'idée était de le prolonger. Mais il y a quoi? Ça bug un peu là ces derniers temps? On est davantage sur les prolongations de Vitinha, voilà, de Luis Enrique, de Luis Campos, on en reparlera aussi. Mais sur Donna, là, ça tâtonne un petit peu. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer voilà, dans les semaines à venir. Peut-être que, voilà, probablement qu'ils le prolongeront. Mais encore une fois, si tu me poses la question, moi, Abdellah Boulma, de savoir si effectivement... Non, moi, il ne me rassure pas. Il me rassure pas du tout. En tout cas, c'est vrai qu'il est pas rassurant. Et là, il vient de se faire une séquence où son entraîneur ne le met pas sur le match juste avant la Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'on le déstabilise un petit peu? Est-ce que mentalement, il ne le prend pas bien? Et que derrière, il fait 2 matchs moyens avec le Paris Saint-Germain, moins face à l'Atlético et face à Angers. C'est même, après, c'est pas que depuis qu'il y a Safonov qui a été mis. C'est que le début de saison de Donnarumma est pas bon. Moi, j'ai énormément défendu Donnarumma et j'ai souvent, même depuis son arrivée, même dans les débats avec Navas, j'étais toujours projeté vers le futur et donc Donnarumma. Maintenant, pour les arguments que j'avançais pour Donnarumma, c'était que les prestations, notamment en Ligue 1, étaient excellentes, puisque le nombre de buts arrêtés par Donnarumma, le nombre de parades importantes dans des matchs clés en Ligue 1 était là, ce qu'on n'a pas cette année. Et mon deuxième argument, c'était de dire on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne.
Moi, actuellement, il y a un gardien français qui a besoin de passer un cap dans un plus grand club, Lucas Chevalier. Si le Paris Saint-Germain dit, bah voilà, on met de côté Donnarumma, mais on va chercher Lucas Chevalier, mais tous les jours. Actuellement, en l'état, tous les jours. Donc, le fait est que les prestations, elles sont insuffisantes, que les failles sont les mêmes et il ne progresse pas sur ces failles. Et qu'en plus, il y a cette fébrilité dans les moments importants. En fait, la compilation des buts, bien sûr que c'est malhonnête de compiler les erreurs d'un gardien, surtout que le gardien, Oui, c'est tu un peux poste. compiler les arrêts. Mais oui, parce que gardien, c'est un poste qui est hyper ingrat. On va retenir seulement les buts que tu as pris et pas les buts que tu arrêtes. Mais le fait est que dans des matchs importants, et je pense notamment au match face à Arsenal, il donne les 2 buts. Les 2 buts, et il te donne le premier quand tu es dans une situation où tu n'es pas encore mal. Là, contre l'Atlético, c'est pas un arrêt difficile. Alors, c'est pas une bourde, ok, mais il faut le faire, quoi. Il y a un moment, c'est comme ça quand on regarde les gardiens qui doivent être les meilleurs gardiens du monde. Ce qu'aspire à être Donnarumma, il est 4e du trophée Yashin, donc c'est un des meilleurs gardiens du monde. Tu dois pouvoir sortir ce genre de parade. Il les sort pas cette année. Eh ben, s'il ne les sort pas cette année et qu'il y a un concurrent potentiel qui peut venir à Paris pour faire passer un step à cette équipe, eh ben, Donnarumma ou un autre, il doit être mis en concurrence et il doit potentiellement sauter s'il y a une possibilité de faire un autre gardien. Mais Mathieu, moi j'entends la mise en concurrence, j'entends le côté mettre un grand gardien, mais la vraie problématique c'est qu'il vient d'être mis en concurrence avec un gardien qui n'a pas l'air non plus top, extraordinaire. Et on est en train de donner confiance par certains matchs à Safonov. Donc est-ce que finalement on le met pas lui dans les mauvaises conditions pour briller, Donnarumma? Ouais, franchement, si tu as peur de l'ombre de Safonov sur les 4 matchs qu'on a vus, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas extraordinaire ce qu'il a montré. Safonov, il a quasiment rien montré. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts que Donnarumma. J'ai pas le sentiment que c'est un gardien qui puisse te faire passer un énorme cap non plus. Et le souci qu'on a, c'est qu'on a 3 gardiens. Et t'en as aucun des 3 en fait qui pourrait potentiellement, là, dans l'immédiat, faire franchir un cap à cette équipe. Et donc peut-être qu'il faudrait tout remettre à plat. Safonov, personne n'a vraiment compris le deal l'été dernier. Aujourd'hui, tu te demandes ce qu'il peut apporter. Et moi, c'est vraiment... je pense qu'on va terminer la saison comme ça, mais c'est vraiment l'été prochain, il faut vraiment se poser, quitte à tout faire péter au poste de gardien. Et moi, je suis d'accord avec Romain sur Chevalier. Sur ce qui monte, c'est vraiment extrêmement excitant et alléchant. Après, tu as toujours l'interrogation quand un joueur comme ça débarque au PSG, avec tu représentes le PSG, la pression, l'obligation de résultat qui n'est pas la même. Des fois, tu n'es pas sollicité pendant 85 minutes. Ça peut être casse-gueule pour lui, mais je pense que tu as besoin de voir autre chose au but. Et que une 5e année de Donnarumma ne changera pas forcément la donne pour lui. Donc voilà, il a eu 4 ans pour s'exprimer, 3 ans et demi. Normalement, à partir d'un laps de temps si long, t'as clos le débat normalement si t'es bon. Là, il l'a pas. Le débat il est toujours ouvert, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut faire autre chose pour tout le monde. En tout cas, ce qui est fou, c'est que lui, dans sa tête, il semblerait il s'inscrit à vouloir rester longtemps. Il est vice-capitaine désormais en plus, Abdellah. Il s'est installé dans ce Paris Saint-Germain avec ses qualités et ses défauts. Avec ses qualités et ses défauts. Mais c'est vrai qu'il ne dira pas le contraire. Oui, Bon, bien il est sûr. conscient effectivement de ces petites bourdes, de ces erreurs. Comme le disait Mathieu à l'instant, c'est encore une fois, il ne rassure pas ce gardien. Ça fait quoi, 4 ans qu'il est là? Il ne rassure pas. À sa décharge, il y a eu l'épisode Navas. Oui, Tu vois, il a dû voilà, gérer, ronger son frein avec l'épisode Navas, etc. Et ensuite, on lui met Safonov. Oui, Safonov n'est pas un foudre de guerre. D'ailleurs, la petite stat, j'étais avec les confrères du Parisien en tribune. Voilà, c'est 12 balles perdues. Je ne sais pas si on peut dire ça pour un gardien. Pour Safonov, la dernière fois qu'il a joué avec le PSG, c'est face à Lens. Mais globalement, encore une fois, franchement, il ne se démarque pas au bout de 4 ans. En fait, il n'est pas rassurant, il n'est pas serein. C'est pas comme un Courtois d'une certaine manière. Tu vas le mettre au cage. Il l'a été en fait. Il a été rassurant, notamment en championnat. Et là, cette année, il l'est plus. Oui, mais en championnat. Mais lui, on l'attend pas en championnat, comme la plupart des joueurs du PSG d'une certaine manière. On y reviendra tout à l'heure. Lui, on l'attend en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, il ne rassure pas le Paris Saint-Germain. En tout cas, Gianluigi Donnarumma est parti en sélection. On verra un petit peu ses prestations, bien évidemment. Et on le retrouvera face à Toulouse, sûrement, ou peut-être que Luis Enrique aura fait un chemin dans sa tête pour se dire on passe à Safonov, puisque Safonov, lui, il reste dans les parages et il va pouvoir se préparer. Romain Bédouc, ton j'aime ou ton j'aime pas? Je vais être positif, moi. Ah, pas tous les matins. Ça lui arrive, lui. Mais mine de rien, il faut quand même rendre hommage à cette première période.
Première période face à Angers. Face à Angers, elle est hyper sérieuse. Elle m'a fait penser aussi un peu à les 20 premières minutes qu'on a fait à Marseille. Bon, là, on l'a fait sur une mi-temps. Un PSG concentré, sérieux, collectif, altruiste, décisif. C'est tout ce qu'on a envie de voir, en fait. Donc, il y a plein de perfs individuels qui sont à mettre en relief, mais collectivement, ça avait du sens. Enfin, c'est une équipe d'Angers qui, bon, elle en prend 4 à la mi-temps, et on sent qu'il y a une différence de qualité entre les deux effectifs qui est monstre, mais c'est pas un truc dégueulasse, quoi. C'est pas un truc immonde qu'on a vu, et on n'a pas eu un adversaire qui était en dessous de tout. C'est juste que nous, on a été véritablement écœurants. Il y a des moments où on est écœurant en Ligue 1. C'est qu'on arrive à montrer notre supériorité et à la caractériser par des buts, et 4-0 à la mi-temps. Alors, on peut dire il y a la frustration que ça s'arrête que à 4-2 et qu'ils auraient pu en mettre 8, etc. Mais moi, j'ai quand même envie de valoriser la première période. C'est pas la première fois qu'on le fait cette année en Ligue 1, et c'est bien qu'on en parlera dans le débat sur le fait d'être invaincu, mais c'est bien qu'on le montre, et c'est bien aussi qu'on démarre d'entrer une première période comme ça après une déconvenue en Ligue des Champions. Parce que j'ai le souvenir d'un Paris Saint-Germain qui, après des mauvais résultats en Ligue des Champions, mettait toujours au minimum une mi-temps avant de se remettre véritablement dedans et faire le boulot en Ligue 1. Donc là, c'est bien de montrer qu'on est concentré, et j'ai vraiment apprécié cette première période. J'ai vu un tweet de Mathieu, puisque je vous invite bien évidemment à suivre Mathieu Matfort sur les réseaux sociaux. Il a aimé la première mi-temps. Il a aimé ce PSG dominateur et qui n'a laissé aucune chance, Mathieu, à cette équipe d'Angers. Ils n'ont même pas pu espérer Angers, en fait. Bon, on va aussi souligner la nullité abyssale d'Angers sur cette première mi-temps. Ça, c'est pas grave. Restons sur le PSG. Mais moi, je pense qu'on les a rendus nuls. Voilà, mais c'est une équipe qui avait gagné à Monaco, qui avait été faire un match nul à Marseille, même si apparemment elle est gagnée à Marseille, c'est pas un exploit en ce moment. Mais c'est une équipe. En fait, ça pouvait être un match bourbier dans le sens où c'est juste avant la trêve, c'est après la Ligue des Champions où tu as pris un coup derrière la nuque, et qui était attendu dans une semaine où on pointait du doigt de manière de plus en plus importante le fait que tu n'arrivais pas à marquer de but, quoi. Et là, tu marques 4 buts, tu as une efficacité exceptionnelle, presque optimale sur cette première mi-temps. Et même la seconde mi-temps, je trouve que d'habitude, tu peux t'endormir. Quand tu mènes 4-0, tu dis que le match est plié, tu fais 2 changements à la pause. Et la deuxième mi-temps, t'as des bonnes séquences, quoi. T'as un poteau de Kolo Muani, t'as des occasions. Et au final, tu gagnes que de 2 buts, ce qui est frustrant parce que ça reflète pas du tout l'écart abyssal entre les deux équipes. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Romain, cette première mi-temps, elle est clinique, et puis elle te montre que quand l'équipe elle est sérieuse, en fait, ils sont intouchables en Ligue 1. Et que, surtout à l'extérieur, je crois que ça fait 30 matchs depuis qu'Enrique est là, que, en gros, il n'a jamais perdu à l'extérieur en Ligue 1. Faut se rendre compte de ce que ça représente quand même comme séquence. Et c'est bien de partir à la trêve avec cet écart de 6 points, d'avoir des joueurs qui ont marqué, et une première mi-temps vraiment. Puis tu as eu des beaux mouvements, quoi. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir dans cette première mi-temps, quoi. Si je fouille dans le sac de cette première mi-temps, si je regarde un petit peu des choses à sortir, l'activité d'Asensio, le Kanguinli, Bradley Barcola, il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Kanguinli, par exemple, très surprenant. J'arrête pas de le mettre en avant dans cette émission, mais tout le monde me tombe dessus. Tout le monde me tombe dessus. Je pense à Yacine, je pense à Romain, je pense à tous ces chroniqueurs qui viennent m'expliquer que Kanguinli n'a absolument pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Non, messieurs. Non, messieurs. Il vous prouve le contraire. C'est l'un des joueurs les plus, qui correspond le plus au logiciel Enrique. Oui, ce n'est pas un foudre de guerre, mais voilà, il répond à l'appel quand il est sur le pitch. D'une certaine manière, en fait, il est petit, il se faufile un peu partout. Voilà, il joue, et voilà, il s'est joué entre les lignes, il l'a baladé à gauche, à droite, en faux neuf, etc. Mais il commence à scorer. D'ailleurs, il est quoi ? Il a 6 buts. Deuxième meilleur buteur, etc. En fait, je ne comprends pas ce bashing Kanguinli. En toute honnêteté, je le comprends pas. C'est un petit message que j'envoie à notre cher Yacine s'il m'écoute. Attends, parce que, vu que tu as allumé aussi Romain, ça tombe bien, Romain est dans le. Non mais je trouve ça c'est la team. Je trouve ça assez fort. Je les connais ces gars-là. Je trouve ça assez fort de la part d'Abdella, parce qu'on n'est que 2 autour de la table. Et donc on n'est que 2 autour de la table, et Abdella, il arrive à faire un dédoublement de personnalité où en 10 minutes, il va te dire que Donnarumma, c'était bien en Ligue 1, mais l'important c'est la Ligue des Champions. Oui, et là après, il va te faire Kanguinli
Kanginli, joueur extraordinaire en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Bon, il y a des failles, on le voit, il est pas bon, Bruno. ok, d'accord, mais c'est pas si voulais- grave, quoi. Bruno, C'est l'argument, pas si grave. non, franchement, L'argument est l'argument bon. est très bon. Bah oui. L'argument est bon. L'argument est bon. Non, Tu sais- mais tu sais qu'il a, c'est un- il a se potassé. tâtait à devenir avocat, Oui, en mais fait. l'argument est très bon. C'est un joueur valeureux, Kanginli, Ah, il a bravo. eu à le temps lui de le pour ce qu'il fait en travailler Ligue 1. 25 minutes autour de Radio France. Non, mais c'est un joueur valeureux, Kanginli, c'est bien ce qu'il fait en Ligue 1. Moi aussi, j'aime bien quand ça marche. C'est Non, c'est- t'abuses. c'est- Romain, c'est il un est- joueur il- soyeux, oui, c'est bien, oui. t'as raison. Mais moi, je trouve qu'il y a un plafond de verre qui est énorme par rapport à ce qu'on voit en Ligue des Champions. Parce que Ouais, mais comme la on lui- plupart des autres joueurs. Bah, tu pourrais faire la Il y en même a analyse pour pas pas mal de autant, joueurs du pas Paris Saint-Germain, de leurs prestations en Ligue 1 comparées à celles Non, de Ligue des je- Champions. bah, Romain. franchement, des titulaires potentiels. Mhm. J'ai pas ce plafond de verre avec Vitinha, j'ai pas ce plafond de verre, je pense pour le moment avec João Neves. Warren, il a fait des bonnes prestations en Ligue des Champions également. Barcola, effectivement, pour le Ouais, moment, ouais. on n'a pas encore vu en Ligue des Champions, mais bon, voilà. Et puis après, c'est du Dembélé, c'est Asensio, il a déjà fait des trucs en Ligue des Champions. Enfin, voilà, c'est des, enfin, avec le Real, avec le PSG, c'est un peu moins ça. Mais donc il y a. Voilà, je sens que c'est un très très bon joueur de Ligue 1, c'est génial pour la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, j'ai vraiment du mal avec Kanginli. Romain, pour sur Non, Mathieu, lui. Mathieu. C'est moi. C'est moi. Pardon, excuse-moi. Mathieu, sur Kanginli, est-ce que tu peux départager les deux ou toi aussi t'as Ah, ton. pour le moment, je trouve que ça penche plutôt du côté de Romain, où c'est un joueur qui a une forme d'efficacité que tu peux pas lui enlever. Tu vois, je veux dire, sur le match d'Angers, il est clinique. Et sur le début de saison, il doit être à moins de 700 minutes de jeu et il a 6 buts en Ligue 1, ce qui est quand même beau. Je crois qu'il fait déjà une meilleure campagne statistique que l'année dernière. Mais moi, j'ai toujours du mal avec les joueurs déjà qui n'ont pas de poste. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment la polyvalence qu'il sauve, parce qu'en fait, comme il est bon, il est très bon nulle part. Tu te dis, tu peux le trimballer à gauche, à droite, comme il sait faire des trucs, il va peut-être t'aider. Mais en Ligue des Champions, pour l'instant, il peut servir peut-être en super sub, mais en titulaire, c'est compliqué. Et en Ligue 1, ce qui lui manque, c'est l'enchaînement des matchs, en fait. C'est-à-dire qu'il est capable de faire un très bon match comme Angers, et après de disparaître des radars pendant 3 matchs. Et en plus, peu importe l'adversité, je veux dire, tu peux jouer Toulouse, Montpellier. En fait, des fois, il est une existence sur des adversités qui sont quasi nulles. Et ça, quand même, ça te force à te poser la question de est-ce que c'est un joueur qui a la capacité à un moment donné à être titulaire au Paris Saint-Germain. Et pour le moment, moi, j'ai plutôt des doutes là-dessus. Sur la Ligue des Champions, il a joué les 4 matchs. Il est rentré 2 fois contre Gérone et contre l'Atlético. Et il a été titulaire contre Arsenal et le PSV. Arsenal, il joue les 90 minutes, on ne le voit pas, mais bon, on n'a vu personne dans ce match-là. Le PSV, il joue 70 minutes. Le match de Kanginli sur le PSV. C'est le seul remplaçant contre Atlético qui est à peu près potable. Ouais. Ah oui, mais Ouais. quand il rentre, il a l'énergie, il met la même énergie. Après, il a peut-être pas le niveau, mais. Oui, Je non, sais mais pas. après, c'est le seul remplaçant parce que les autres, voilà. Mais Puisqu'on parle du match, j'aimerais juste écouter, parce que j'ai envie d'entendre sa voix et le remercier surtout d'être venu à notre micro. Du côté d'Angers, il y a désormais un ancien du Paris Saint-Germain, un Titi du PSG, un gars de Paname, quelqu'un qui a été formé au Paris Saint-Germain. L'adjoint du jeu, c'est Jean-Mi Badiane, c'est Jean-Michel Badiane. Et très franchement, comme d'hab, du Jean-Michel dans le texte. Il sort de zone mixte. Lui, les codes du foot professionnel, s'en fout, ouais. il s'en fout. Il vient de saluer. On fait un petit mot sur le Paris Saint-Germain, pas de problème. Alors qu'il est adjoint, non, les adjoints, ça doit pas parler. Là, on a vu la com d'Angers, genre, une descente de rideau, genre, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont partis, ils sont collés à côté de lui pour écouter. Jean-Michel Badiane qui nous parle du côté un peu offensif. On attendait ce Paris Saint-Germain. Écoutez-le sur une petite cinquantaine de secondes. C'est toujours bon d'entendre. Jean-Mi Badiane est ravi surtout de l'avoir croisé du côté du stade Raymond Kopa. Ce soir, ils ont été diaboliquement efficaces. Donc c'est aussi, je pense, ce qui doit plaire aussi à Luis Enrique ce soir. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce qui explique le 11 aligné par Luis Enrique ce soir. Parce qu'on était juste avant une trêve internationale et je pense qu'il avait aussi à cœur aussi d'envoyer un message important dans le sens où il y avait eu un manque d'efficacité mercredi. Il fallait vite retrouver ça. Et le curseur entre la Champions et le championnat, on le voit tout de suite. En termes d'intensité, ça va beaucoup plus vite. Dans les prises d'infos, dans les plongées, dans la répétition des efforts. C'est une équipe qui est aussi forgée pour ça. C'est pour ça qu'elle a une marge aussi importante sur ce championnat. Il suffit de voir, on ne va même pas nous se comparer à eux, mais il suffit de voir Marseille, Monaco, Lille, tous ceux qui prétendent en tout cas à réduire l'écart avec le Paris Saint-Germain.
ils n'y parviennent pas. Donc c'est l'écart qui nous sépare d'elle, mais surtout des équipes du très très haut niveau. Voilà, Jean-Mi Badiane, pour ceux qui viennent d'une autre planète, et peut-être une planète qui ne connaît pas les anciens du Paris Saint-Germain, Jean-Mi Badiane, il a été formé au PSG, il a joué une petite quinzaine de matchs pendant 6 saisons, c'était sur les années 2000-2006. Oui, Oui, Romain. juste parce que j'ai pas mal d'amis qui travaillent à DAZN notamment, Ouais. et donc qui vont se faire les matchs d'Angers et qui à chaque fois mettent en exergue le fait que Jean-Michel Badiane est hyper actif sur le banc de touche, qu'avec Alexandre Dujeu, qui est l'entraîneur principal maintenant d'Angers, il y a une vraie fusion et on a un Jean-Michel Badiane qui vraiment épouse ce rôle d'adjoint dans le but, ça se voit, de devenir numéro 1 bientôt, et pour le moment les retours ils sont hyper satisfaisants. Effectivement, en tout cas, voilà, il expliquait qu'il a senti sur le terrain effectivement cette envie du PSG de marquer, et peut-être qu'on va encore parler de l'attaque du Paris Saint-Germain avec le dernier j'aime ou j'aime pas d'Abdella Boulma. Abdella, ça va vers où? Un j'aime ou un j'aime pas? Un j'aime pas, évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que, voilà, les j'aime, oui, bon. Moi, j'aime pas la gestion du cas, si on peut parler de gestion du côté de Luis Enrique, parce que, bon, voilà, sa gestion, parfois illisible, au même titre que son jeu, parfois, Ouais, c'est vrai. c'est celle de Kolo Muani. Voilà, qui n'a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu, au même point, voilà, à la décharge de Luis Enrique, au même titre que, voilà, je vais pas revenir sur certains joueurs, il a pas, voilà, il a pas fait le nécessaire sur le terrain, mais sur les 4-5 derniers matchs, il me semble qu'il a fait quoi, 10 minutes face au PSV, 0 minutes face à Marseille, Nice, 0 minutes. Là, il est rentré à la 60, voilà, il rentre dans les 15-20 dernières minutes. Alors qu'il y a des changements à la mi-temps. Comment ? Alors qu'il y a des changements à la Alors mi-temps. qu'il y a des changements à la mi-temps, le PSG mène largement, etc. Et ça atteste d'une chose, c'est qu'ils veulent absolument, effectivement, s'en séparer cet hiver. Tout simplement. Donc, attends, c'est pas, voilà, Là, c'est ce qui est pas, mis en- c'est pas là, une ce qui est mis en excuse, c'est place- rien du tout. Tout Là, le ce monde qui est le mis en sait. place pour toi, ton ressenti, c'est que Absolument. c'est de le faire sortir et lui dire Du faut côté pas du rester là, Paris monsieur. Saint-Germain, faut absolument le faire sortir, lui trouver une porte de sortie cet hiver. Ou comment, on ne sait pas, parce qu'effectivement, il y a le poids de son transfert qui compte. Il n'y aura aucun club qui viendra le chercher et qui paiera, voilà, 75 plus 15. Ça a été, personne ne paiera ça, évidemment. Donc, on songe davantage à un prêt avec option ou un prêt tout court. En tout cas, c'est la tendance aujourd'hui. La tendance, c'est de le faire sortir cet hiver. Donc, et je pense que ce sera, voilà, ce sera bénéfique pour les deux parties, à savoir pour le Paris Saint-Germain, pour Luis Enrique qui ne lui fait absolument pas confiance, ça on peut le dire. Voilà, Ça n'a jamais pourra été pas- son style de D'ailleurs, joueur. je lui avais pas. Oui. Ça n'a jamais été son style d'attaquant, pardon. Absolument. Et oui, maintenant, on sent que l'année dernière, il se forçait un petit peu. Là, cette année, il ne met même pas les formes. D'ailleurs, je lui avais posé la question en conf, savoir pour quelle raison, voilà, il bénéficiait pas voilà, de plus de temps de jeu, et si il prévoyait, voilà, de compter sur lui en deuxième partie de saison. Bon, il a évacué ça, il a balayé ça d'un revers de main, effectivement. Mais voilà, encore une fois, je pense que pour toutes les parties, il serait raisonnable pour lui, voilà, D'ailleurs, son agent aujourd'hui ne répond plus trop au téléphone, et généralement, quand il répond pas au téléphone, ça signifie, voilà, Il il y est a occupé. anguille sous roche ou baleine sous gravillon, si je peux dire. Qu'il est occupé. Il a autre chose. Il est en train de travailler Voilà, sur voilà. peut-être le dossier et d'évacuer le garçon. Il y a une scène qui m'a marqué, Mathieu, pour Randal Kolo Muani, c'est que quand il tape le poteau, Ah. il est seul en plein milieu de cette surface de réparation, en train de regarder le poteau, en train de dire mais excusez-moi du gros mot, mais putain c'est pas possible quoi. Et personne, aucun de ses coéquipiers ne va le voir. Il y a juste Marquinhos qui se fend d'un 50 mètres tout seul pour aller le chercher, le prendre par les épaules et lui dire allez, lui glisser un truc à l'oreille et lui dire vas-y, on y retourne. Il est en perdition totale. Tu sens que dans le body language, déjà qu'il n'en a pas un énorme, mais alors là, pour le coup, tu sens qu'il y est plus du tout, notre Randal Kolo Muani là. Bah, tu sens que c'est un peu comme les marins, là. Tu sais, quand il y en a un qui est maudit, t'as tout le bateau qui le regarde et qui n'ont qu'une envie, c'est de le foutre à la mer pour que la malédiction s'éloigne un peu du bateau, quoi. C'est quelque chose d'irrationnel, quoi. Après, en plus, c'est dommage parce que sur l'action du poteau, pour une fois, il fait tout bien, Ah oui. quoi. Il fait vraiment un geste bon geste, technique. Il fait un ouais, geste, un d'attaquant. très très bon geste technique. Tu le vois, la Ouais, rapidité c'est- du geste là pour se mettre en position de tir, fallait le Ah noter. ouais, là, effectivement. c'est donc tu sens vraiment un mec qui est pas en confiance, qui a pas la confiance de son coach, qui a sans doute pas beaucoup de confiance de la part de ses coéquipiers.
Et ça me fait penser un peu à moindre mesure à Hugo Ekitike qu'on avait gardé 6 mois pour rien. Et là, je sais pas pourquoi on le garde. Peut-être parce que la blessure de Ramos et le fait qu'il n'y avait pas d'attaquant qui convenait au style du coach disponible cet été fait qu'on s'est dit pourquoi pas Randall. Et même s'il marque des buts en équipe de France dans un style très particulier, je pense que ça collera jamais avec ce coach, quoi. Et comme on a prolongé le coach, le message il est clair. En janvier, là son agent il a quand même eu du temps et du recul pour trouver des pistes. Pour moi, c'est impossible que le 30 janvier il soit encore là en essayant de trouver une porte de sortie en prêt à l'arrache n'importe où. Il faut que le 2-3 janvier ça soit réglé, cette histoire. Là, le message il est clair pour tout le monde. Le coach ne compte pas sur lui. Il rentre pas du tout dans des plans techniques de cette équipe et le style de jeu qu'on prône n'est pas fait pour lui, donc il faut qu'il parte au plus vite possible, quoi. En tout cas, alors je sais que c'est pas la Bible, mais ça donne une tendance. Vous savez, le site Transfermarkt qui nous annonce un petit peu la valeur des joueurs. Alors certes, on l'a surpayé à l'Eintracht Francfort, mais sachez-le que la valeur marchande actuelle de Randal Kolo Muani est de 40 millions d'euros, c'est-à-dire moitié moins de ce que le PSG l'a acheté, ce qui est quand même assez terrible sur ses déplacements face à l'Atlético de Madrid. C'est bon. Et on est C'était d'accord. mieux. Oui, on est C'était d'accord. mieux. C'est-à-dire que son entrée face à Atlético, elle est bonne. Et moi, d'ailleurs, je disais que dans ma chronique de vendredi, je disais qu'il avait mérité d'avoir une titularisation face à Angers. Parce que voilà, c'est un match où on savait que ça allait faire tourner et tout. Là, le message envoyé, il est que non, mon copain, non. À moins que tu t'imposes complètement, ce qui, je pense, ne sera pas le cas parce que vu ce qu'on lui donne, il faut qu'il fasse des monts et merveilles. À moins qu'il soit imposé comme ça, s'il s'impose comme ça, sinon ça se fera pas. Maintenant, l'axe de négociation pour le Paris Saint-Germain, c'est justement, Mathieu en parlait, de Hugo Ekitike. C'est que tu peux aller voir un club, tu dis non mais attendez, ça marche pas chez nous. Mais regardez chez vous, ça va marcher parce que regardez Ekitike, le joueur que c'est devenu. En fait, c'est juste une question de déclic mental qu'il n'y a pas chez nous. Et puis voilà. Donc vous allez pouvoir payer. Vous payez pas le joueur du PSG, vous payez le joueur que vous avez vu à Francfort et que vous allez qui va mettre but sur but chez vous. Donc voilà. Maintenant, c'est dommage et c'est dommage parce que on aurait voulu que ce soit un rendez-vous qui soit réussi entre un bon joueur français international et le meilleur club français. C'est pas le cas. Voilà, faut passer à autre chose. Mais c'est vrai que dans la gestion de Luis Enrique, en fait, oui, il y a peut-être le message derrière de dire de la direction de dire de toute façon on va le vendre, donc il faut lui faire comprendre qu'il est plus dans les plans. Mais à côté de ça, je le répète, ça n'a jamais été son style d'attaquant. On ne sait même pas si c'est véritablement un attaquant, Randal Kolo Muani. Et dans le style de jeu, dans le style d'équipe que veut mettre en place Luis Enrique, Randal Kolo Muani, effectivement, il n'a pas sa place. Maintenant, c'est vrai que les déplacements, ils sont bons. Parfois, les combinaisons sont bons. Je trouve que techniquement, c'est meilleur. Et là, le poteau qu'il fait contre Angers, c'est parce qu'il veut la mettre petit filet, tu vois. Parce qu'il a besoin de ça. Et donc, en fait, à trop vouloir forcer le truc, tu tombes, tu tapes le poteau, ce qui est dommage. Mais voilà, c'est dommage. Non, mais il a des qualités, mais pas forcément pour le Paris Saint-Germain. Oui, 45, mais même moi, tu peux monter à 50 plus 10, un truc dans ce genre-là, tu vois. Faut espérer vraiment c'est faut limiter. Voilà, de toute façon, tu vas perdre de l'argent sur lui, quoi qu'il arrive. Donc, il faut juste écourter la période avec laquelle il est sous contrat avec nous pour vite tourner la page. Et 50 millions, 40 millions d'euros, c'est toujours bien, quoi. Surtout il restera 3 ans et demi de contrat en janvier. Donc, après, je suis pas comptable, je sais pas combien il reste à amortir, mais 40 millions, 45 millions d'euros sur Randal Kolo Muani en janvier 2025, c'est une aubaine. Tu voulais dire, Adela? Non, tu vois, non, mais rapidement, tu vois qu'il fait les efforts nécessaires sur le terrain pour tenter je pense pas que ce soit un mauvais joueur. Je pense pas que ce soit un mauvais bougre, un mauvais joueur ou n'importe quoi. Mais tu as aussi l'impression qu'il n'a pas forcément le soutien de la direction ou forcément le soutien, encore une fois, de ce que tu disais tout à l'heure, à travers l'exemple de Marquinhos qui vient le soutenir et de ses coéquipiers. Et je pense que ça pèse dans la balance aussi. Tu as son transfert, tu as ses coéquipiers, tu as l'ambiance, tu as l'environnement, etc. Je crois qu'à un moment, faut l'inviter tout doucement. Et on l'a invité, je pense qu'il le sait pertinemment. C'est la raison pour laquelle il est en total, il n'est pas du tout en confiance. Et juste sur l'aspect mauvais joueur, justement, le cas Hugo Ekitike doit nous faire réfléchir à la vision qu'on peut avoir des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des contextes qui font qu'un joueur marche ou ne marche pas. Le cas Ekitike est flagrant. Ça n'a pas marché à Paris, on avait l'impression qu'il ne savait rien faire de ses pieds.
Et puis là, on le voit briller avec Francfort parce que c'est une question de contexte. Donc, faut pas tirer de gros enseignements sur la valeur d'un joueur parce que ça ne marche pas pendant une certaine période. Absolument. Mais on n'enlèvera pas de l'idée qu'il y a aussi l'entourage, et on sait que l'entourage d'Ekitike et l'entourage de Randal Colomwani ne sont pas les plus stables pour bien s'intégrer sur Paris. Mais ça, c'est un avis. Tu veux nous envoyer où là? Non, c'est quelque chose de tout à fait personnel quand tu vois qu'un garçon comme Bradley Barcola est capable de s'adapter, mais parce qu'il ne vient pas de la région parisienne, il n'est pas. Je pense qu'il y a vraiment un truc autour de ça. Mais ça, c'est un autre. Il y a aussi une question de débat. vision des performances, par l'entourage et des Bah oui. excuses qui pouvaient potentiellement oui, être données. c'est Je jamais pense de- là c'est jamais notamment de la à faute, Ekitike, ça a mis un peu de temps avant qu'il y ait une remise en question véritable de ce qu'il faisait à Paris pour pouvoir essayer de travailler et de progresser. Je le fais pas habituellement dans cette tribune, mais je vais le faire pour une fois. Je vais juste mettre un carton rouge et bleu. C'est juste histoire de dire un j'aime hier sur Canal+. Oui, parce que du côté du Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça commence à enfin ouvrir les portes de la communication. Donc pas mal de gens prennent la parole. Du côté du Paris Saint-Germain, on a eu Vitinha, on a eu Pacho, on va bientôt avoir Mayoulou sur France Télévisions. Il y en a d'autres qui commencent à prendre la parole. Et un garçon sur Canal+ a parlé, c'est Presnel Kimpembe, blessé depuis quasiment 2 ans. Il a parlé, 20 mois qu'il n'a pas joué un match. Imaginez-vous, Beaucoup, à l'époque, il était encore coaché par Christophe Galtier. C'était pas Luis Enrique, son entraîneur. On rappelle que le Paris Saint-Germain a fait un beau geste de le prolonger malgré sa blessure. Il est en contrat jusqu'en 2026. Et il a dit, il a expliqué, je vous donne juste sur le côté, arrêter le football. Est-ce qu'il a pensé à arrêter le football au vu de sa situation? Parce qu'il enchaîne les galères. Il a un problème au tendon, je vous rappelle. Non, je n'ai jamais pensé à cela. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille. C'est la pire blessure, pire que les croisés, pour ceux qui ne savent pas. À ce moment-là, on remet un peu tout en cause. Et même si on me voit un peu comme mort, je sais que ça va revenir. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser faire 1 an et demi, presque 2 ans sans jouer et être aussi patient. Tous les jours, je vais à l'entraînement et je ne sais pas quand je vais reprendre. Je ne sais pas quand je vais reprendre. Ça, c'est quand même assez terrible. Autour de cette table, voilà, juste dire plein de bonnes choses à Presnel. J'avais l'impression d'avoir un moine bouddhiste en face de nous, là, face au micro. Il tentait d'être très zen, très calme, faire voir qu'il avait toujours sa répartie, ses punchlines. Ça faisait plaisir à voir. Est-ce qu'autour de cette table, vous croyez à un moment donné que Presnel Kimpembe reportera le maillot du Paris Saint-Germain, comme lui, en tout cas, l'espère Romain, Abdellah, je te sens dubitatif Mais sur on est cette tous question. dubitatifs. Voilà, Mickey, voilà. Là, il s'entraîne collectivement. Il a s'entraîne- repris ouais, un il peu a de repris collectif. collectivement. Comme tu l'as dit, ils l'ont prolongé. Petit cadeau, effectivement, blessure, prolongation, tant mieux pour lui. C'est un soldat, c'est un enfant du club. Mais j'ai l'impression que son discours est un petit peu teinté de méthode Coué. D'une certaine manière. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Voilà, je lui souhaite de revenir, mais j'ai pas l'impression qu'il reviendra, voilà, à très haut niveau du côté du Paris Saint-Germain. Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans maintenant qu'il n'a pas mis les pieds sur un terrain. C'est compliqué. Et j'ai écouté effectivement ce qu'il avait raconté Canal. chez Canal. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas pris C'était la parole, limite pas attendrissant, c'était Mhm. c'était attendrissant, on a envie de le revoir, même si encore une fois, moi si tu me poses la question personnellement, j'ai pas, voilà, Presnel c'est pas forcément, truc. voilà, c'est pas forcément mon truc, mais j'aimerais le revoir sur un terrain, mais je doute de le revoir un jour, voilà, performer au haut niveau du côté du Paris Saint-Germain. 1 an et demi à s'entraîner tout seul, à par contre faire les déplacements avec, c'est ce qui nous explique, à se déplacer avec l'équipe pour ne pas perdre le fil, Mathieu. Séquence, voilà, c'est vrai que c'est touchant, mais est-ce que ce sera suffisant? J'ai pas l'impression que Luis Enrique, ça soit un homme tendre. Voilà, il va falloir être surtout performant à son retour pour Presnel. Son amour pour le Paris Saint-Germain, on n'en a jamais douté et je pense qu'il est extrêmement sincère. Peut-être même, c'est peut-être le joueur qui a le plus incarné cet amour pour le Paris Saint-Germain, peut-être avec Mamad Sakho. Il y a une vraie. Dans ce qu'il fait aussi pour accueillir les jeunes, les recrues, enfin, c'est vraiment un titi. Et sans doute aussi que ça a dû le sauver dans cette situation. Mais j'ai pas souvenir, moi, d'un joueur de foot qui a été écarté des terrains pendant quasiment 24 mois et qui retrouve une place importante dans un club aussi ambitieux.
J'ai aucune idée de s'il retrouvera même un terrain de foot tout court, hein. Je pense qu'on le reverra avec le maillot du PSG pour son jubilé, mais j'ai du mal à croire qu'il redevienne une solution dans la concurrence. C'est triste pour lui, quoi. C'est une blessure extrêmement sale qu'il a eue, avec des complications apparemment. Donc il va avoir 30 ans l'année prochaine. Faut mesurer ce que ça représente, quasiment 2 ans sans match de très haut niveau dans une carrière qu'en dure 15, quoi. Donc moi je serais extrêmement surpris et très heureux pour lui s'il redevenait une solution crédible sportivement au PSG, hein. Donc il lui a été posé de savoir s'il croyait à un retour, s'il pensait qu'il allait pouvoir revenir. Et quand ça va faire ding, ce sera le moment et vous allez découvrir un nouveau Presnel, toujours prêt à défendre les couleurs du club à 100%, avec la même dalle et la même hargne. Voilà pour le message. Oui, Romain, pour terminer. Je pense qu'il rejouera. Mais effectivement, non, pour être une solution crédible, comme le disait Mathieu, je pense que c'est terminé. Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain envoie ces messages-là. C'est très Ils sont en train de classe. chercher un joueur, je crois. C'est Oui, très classe absolument. de la part du PSG d'avoir prolongé Kimpembe au moment où il y a eu l'annonce qu'il devait se faire réopérer pour pouvoir justement faire sa convalescence normalement et sa reprise athlétique normalement au Paris Saint-Germain. Très classe. Mais à côté de ça, les signaux depuis que Kimpembe est blessé, c'est que Lucas Hernandez est arrivé. Lucas Beraldo est arrivé. Willian Pacho cette année est arrivé. Et donc dans ces 3 joueurs, tu as 3 joueurs qui peuvent jouer central gauche et ou arrière gauche, mais visiblement central gauche. Et ça envoie un message quand même à Très Presco. C'est que voilà, on n'y croit plus trop au club et bah, c'est très triste hein, là aussi, hein. Alors moi comme souvenir, j'ai plus des joueurs NBA qui ont réussi à passer ce cap-là. Klay Thompson, il s'est fait les croisés, puis lui, un tendon d'Achille et il est revenu. Kevin Durant aussi, il s'était fait un tendon d'Achille, il a mis 1 an à revenir. 2 ans, ça commence à être long. Et puis les appuis sont pas les mêmes sur un terrain de foot, les contacts sont pas les mêmes non plus, notamment au niveau des tendons. Donc ça paraît très compliqué. Juste dans la liste de courses du Paris Saint-Germain, normalement pour le mois de janvier, il y a un défenseur et ils sont en train de chercher un défenseur. Mais plus central droit, hein. C'est plus central droitier. Effectivement, voilà. Et j'y recherche un central droit, droitier, et on en reparlera peut-être un latéral aussi. Voilà, un ailier. Il voulait que Vara, voilà, ça n'a pas fonctionné. La doublette Vara-Osimhen qui n'a pas fonctionné, enfin ça n'a pas marché, ouais, plutôt défenseur. Donc effectivement, ça assombrit un petit peu l'avenir de Presnel pour revenir voilà, sur le cas Presnel du côté du Paris Saint-Germain. Abdelaboulma est un excellent passeur, puisque là, Voilà. vous ne l'avez peut-être pas vu, mais cette passe décisive qui va arriver, puisqu'on va parler d'un certain latéral, Nuno Mendes, dans quelques instants, puisqu'on va faire la pause. Mais Nuno Mendes, top ou flop en ce début de saison, c'est la question qu'on va se poser dans quelques instants dans 100% PSG, la tribune. À tout de suite. Bientôt, votre radio change de nom. Vous le savez, sur France Bleu Paris, on parle d'ici dans quelques semaines. On change de maillot. Votre radio locale s'appellera Ici Paris Île-de-France, parce que c'est ici que l'on partage nos meilleurs moments, ici que l'on vibre ensemble pour le PSG. En 2025, France Bleu Paris devient Ici Paris Île-de-France. 100% PSG, la tribune. 100% PSG, la tribune, le podcast, votre podcast préféré. Vous n'hésitez pas bien évidemment à nous mettre des petits commentaires sur YouTube si vous continuez et si vous êtes en train de nous suivre en vidéo sur YouTube. Et puis n'hésitez pas bien évidemment à nous mettre des petites notes, des petites étoiles sur les plateformes de téléchargement. C'est toujours bon à prendre. Je vous rappelle qu'avec nous, il y a Abdelaboulma, il y a Matt Fort, il y a Romain Bédouc pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Et nous allons parler d'un garçon pour commencer, puisqu'il m'a quand même posé question sur le match de Ligue des Champions. D'ailleurs, lui, il n'est pas rentré face à Angers. C'est Nuno Mendes et je vais vous la poser direct. Est-ce que c'est un top ou un flop en ce début de saison? Parce que, voilà, ce garçon, on sent qu'il ronge un petit peu son frein sur le côté. Il a été face à l'Atlético sur les 2 buts. Je pense que oui, tout le monde tombe sur Gigio Donnarumma, mais je pense qu'on peut aussi parler de Nuno Mendes sur les 2 buts. Bref, il y a de quoi dire autour du latéral gauche portugais qui semble un petit peu, voire beaucoup, en difficulté du côté du Paris Saint-Germain. Je me retourne vers toi, Romain. Top ou flop pour Nuno Mendes? Jamais facile, c'est un crack générationnel. Je sais que notre copain Matt Ford nous parle souvent de crack pour parler de Nuno Mendes, mais là, en ce moment, ça devient un peu compliqué. Là, c'est dur de mettre top. Parce que, à part le CSC provoqué face à Girona,
Il y a peut-être quelques débordements contre Marseille, mais il y a très peu de choses à se mettre sous la dent en bien pour Nuno Mendes. Alors Son match face à Rennes est très bon. Face à Rennes ? Ah oui. C'est là où il est totalement débridé, c'est lui qui apporte la solution. Oui, t'as raison. J'avais oublié Rennes. J'avais complètement oublié qu'on avait joué Rennes cette année. Non, mais ces mecs-là ont des œillères, Bruno. Il va falloir. Non, mais ces gens-là ont des œillères. Je les écoute avec Matt et lui. C'est quoi, je les écoute, mais ça m'énerve. Ça veut dire quoi, parce que vous êtes nombreux en face de moi. Quand je te vois tout seul, j'ai l'impression que vous êtes 10 en face de moi. Mais à chaque fois qu'il parle, il oublie tout ce qu'il y a de positif. Non, mais... à l'inverse de Luis Enrique, qui voit souvent le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, Romain Bédoux, c'est l'inverse. C'est toujours le verre à moitié. Bah si, pardon. Je suis le seul à avoir mis un j'aime aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais j'arrive pas à me satisfaire de ce qu'on voit de Nuno Mendes cette année, parce que je trouve qu'il a perdu en activité. Alors on parlera des consignes ou non, mais je trouve qu'il a perdu en activité, et je trouve que le fait qu'il perde en activité offensive fait qu'il y a beaucoup moins de compensation des erreurs défensives qu'il peut faire. Et tu parlais du match face à l'Atlético. L'Atlético, il n'y a pas que les buts. Alors, il y a le premier but où il est fautif. Il y a le deuxième où il a un marquage. Il est à 5 mètres de Griezmann. Il lui laisse le temps de contrôler, de regarder, de dire « Ah tiens, il y a peut-être Correa qui est dispo là, bah vas-y », et de faire la transversale. Mais il y a aussi toute une partie dans la première période où tu as l'impression qu'il est... Entièrement raison. Mais j'ai l'impression qu'il est bourré. Je te jure, j'étais à côté de Gary, qu'on salue. Non, mais franchement. Qu'on salue au passage. On avait fait une loupe justement sur. Mais il rate des contrôles, il rate des trucs. Il ratait tout ce qu'il faisait. T'as Neves qui vient lui parler à un moment et qui lui rappelle les consignes tactiques. Et t'as aussi Luis Enrique qui n'arrêtait pas de lui crier bord terrain, mais il ne savait absolument plus où se placer. Rappelons que sur une défense à 3, il doit s'aligner sur les centraux, chose qui ne sait absolument pas faire encore aujourd'hui. Il est meilleur en véritable latéral gauche, comme il nous l'a démontré les deux années précédentes. Mais là, tu sens que tactiquement, il est à la ramasse totale. Il n'y est pas du tout. Mais pour revenir à ta question, parce qu'il faut que je recontextualise toujours, mon Bruno. Non, allons-y. Tu posais la question de savoir si c'était un top ou un flop. Pour moi, ça reste l'un des meilleurs, l'une des plus belles armes du Paris Saint-Germain encore aujourd'hui. Franchement, en offensif, tu fais, c'est solide. À sa décharge, il n'est pas aidé par Barcola de son côté gauche. Les triangles de jeu, le jeu penche plutôt à droite du Paris Saint-Germain. Ça, vous ne me contredirez pas de ce point de vue-là. Mais c'est une liaison commune. Tu as cette asymétrie assumée totalement par Luis Enrique. Tu as l'impression que le joueur est bridé, non pas bridé, c'est pas le joueur qu'on bride, c'est le système de jeu qui fait que le joueur est bridé en l'état. La raison pour laquelle, à sa décharge, je pense que je le verrai bien peut-être à terme en latéral. Voilà, tout simplement. D'accord. Non, mais c'est vrai. Attends, tu me poses la question. Il joue plus défenseur central pour toi. Non, mais je comprends. Mais tu comprends. Mais en fait, je trouve que... on va venir te voir, Mathieu. Je trouve qu'il n'a pas... Par rapport aux autres saisons, et peut-être que j'en attends trop de la part de Nuno Mendes, mais par rapport aux autres saisons, je trouve pas qu'il ait forcé le coach à adapter sa tactique aux qualités de Nuno Mendes. Tu penses que tu peux forcer Luis Enrique ? Ouais, je pense de ce point de vue-là, que tu peux retourner le logiciel de Luis Enrique. Je pense qu'il y a des choses qui s'imposent à Luis Enrique, qui peuvent s'imposer à Luis Enrique. Si les mecs sont hyper forts, je pense que... Tu vois, typiquement, l'année dernière, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, quand Nuno Mendes revient de blessure, alternent sur cette capacité à être soit défenseur central, soit latéral. Cette année, les performances d'Achraf Hakimi font qu'il est indiscutable sur le poste de latéral offensif, parce que c'est un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Et Luis Enrique, il a beau être dogmatique, il est dogmatique, et il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'il est quand même assez lucide sur ce que ses joueurs peuvent lui apporter et la manière dont il lui montre qu'ils peuvent lui apporter. Et est-ce que Nuno Mendes fait tout pour montrer qu'il doit être mis dans un poste qui lui convient le plus ? Là-dessus, je suis un peu plus dubitatif. Mathieu, Mendes, alors je poserai la question après sur le top flop, mais est-ce que finalement, le jeu de Luis Enrique bride le garçon et le fait déjouer et mal jouer, parce qu'on n'a pas non plus des grosses prestations de Nuno Mendes cette saison? En tout cas, pour revenir à son match contre Rennes, il faudra m'expliquer lequel, parce qu'il n'était pas dans le groupe cette année qu'on en a gagné 3-1 contre Rennes. Non, il n'est pas dans le groupe. Tu regardes, vas-y, regarde, refais-toi. Oh là, il a essayé de me fact-checker là. Non, c'est moi qui fact-check. Ouais, je sais, mais je vais regarder ça. Attends, j'étais au parc, où il fait son match là, où il met un but.
Oh là là, comment il nous a mis à l'amende là. Là, bon, on y En revoit. tout cas, c'était pas Rennes. Bref, c'était pas Rennes. Et moi, je le mets ni top ni flop. C'est que tu sens que c'est un joueur qui manque de continuité. C'est simple, il est arrivé la même année qu'Hakimi en 2021 et Hakimi, il a fait 40 matchs de plus depuis. Donc c'est une différence, c'est quasiment une saison entière, c'est abyssal. Et c'est un joueur qui n'arrive pas à enchaîner. Peut-être que le coach n'arrive pas à en tirer la quintessence. Peut-être que lui aussi, il n'arrive pas à montrer à son coach ce dont il est capable de faire. Et le match contre l'Atlético, moi je lui en veux plus sur le premier but où à un moment donné tu as l'impression qu'il est narcoleptique, qu'il est à la lumière. Il y a une forme de nonchalance défensive. Ah ouais, il faut qu'il fasse plus. Et la chance qu'il a, c'est qu'actuellement il n'y a pas Lucas Hernandez, parce que quand tu vois ce que Lucas Hernandez propose l'année dernière, notamment en garantie défensive et en énergie, en ce qu'il insuffle à ses coéquipiers, là il aurait une vraie concurrence au poste, notamment sur les matchs clés. Donc il faut qu'il fasse mieux. Peut-être que le coach doit l'adapter différemment. Et après, je suis d'accord avec Adela, il y a un problème aussi sur le côté gauche où malheureusement le seul milieu qui arrive à interpréter au mieux ce rôle, c'est Fabien Ruiz. Mais comme il est lent, comme pas possible, ça pose des difficultés. Et c'est vrai qu'avec Barcola, quand il n'y a que les deux et un autre milieu, ça fonctionne pas. Enfin, ce côté gauche, il fonctionne pas du tout pour l'instant. Donc il y a peut-être des accointances à retrouver, mais pour le moment, c'est un joueur qui a un potentiel dingue dans un secteur de jeu qui est extrêmement sinistré en Europe. Et moi, je suis pour le prolonger parce que c'est un joueur qui est né en 2002, qui est jeune, qui est capable de faire des choses folles. Mais par contre, il faut qu'il fasse beaucoup mieux dans les semaines à venir, quoi. Oui. Alors, juste, alors, effectivement, le seul match où il fait une passe D, c'est contre Montpellier. Donc, C'est Montpellier. lors du 6-0. Et il joue Au contre parc, Lens. au parc. Bah, C'était c'était Lens, Montpellier, ouais. c'est ça. Mais Lens, il joue aussi le match contre l'Atlético. C'est vrai qu'il est plutôt bon, mais c'est, enfin, il n'y a pas que lui, quoi. Enfin, c'est pas celui que je viens en premier. Juste, Oui. moi, il y a un truc pour parler de la manière dont Luis Enrique peut lui donner aussi des consignes. Je veux pas juger la vie privée des gens. Chacun fait ce qu'il veut, Oui, etc. je voulais y venir. Ouais. Mais quand je vois la manière dont Luis Enrique s'est occupé du cas Mukiele l'année dernière, où il estime, le Mukiele l'année dernière, hors terrain, il était assez actif, peut-être plus actif que sur le terrain. Et Luis Enrique a eu cette gestion de Mukiele aussi et principalement parce que hors terrain, Mukiele n'était pas le plus sérieux des joueurs. Moi, il y a un cas où je me dis que peut-être Luis Enrique n'a pas confiance en Nuno Mendes de pouvoir assumer ce rôle de latéral offensif et de pouvoir enchaîner les efforts offensifs et les retours défensifs dans la foulée. Et donc, ça serait pour ça qu'il le briderait, parce que Nuno Mendes, il est né en 2002, il a 22 ans à Paris et il aime bien, Paris. il aime bien avoir 22 ans à Paris. Voilà. Il aime bien Paris. Donc je juge pas, c'est son choix, il fait ce qu'il veut, il y a pas de souci. Hein. Pourvu que Gary de Jesus n'écoute pas cette émission, Non, mais mais être spécialiste voilà, du il a raison, portugais. et je balance pas ça, T'as et je raison. balance pas ça juste pour balancer ça. On a des échos, Ouais. enfin voilà, j'ai des amis qui sortent, qui partagent tiens, parfois Nuno des soirées Mendes. avec Nuno Mendes. Mais donc voilà, et sur le terrain, je trouve que sur le terrain, ça se ressent pas trop. Comme Mukiele d'ailleurs, parce que quand Mukiele était là, ça se ressentait pas sur le C'était terrain. pas si mal. Maintenant, ça se ressent pas pour moi et mes yeux de simple observateur. Pour un coach qui l'a quotidiennement à l'entraînement et qui voit les matchs d'une autre manière que moi je peux les regarder, peut-être que ça se voit un peu plus. Effectivement, Luis Enrique, c'est pas Giroud, mais ils sont effectivement au courant de la vie privée de certains joueurs et celle de Nuno. Attention, encore une fois, n'est pas forcément en adéquation avec un joueur de très haut niveau. Donc, et tu le ressens et tu le vois sur sa déteint sur ses prestations aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. Il faut qu'il se remette un tout petit peu la tête à l'endroit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que par contre, il le laisse sur le terrain. Moi, je suis désolé, Mais t'as Mathieu. qui à la place? Je sais pas, moi, au pire, tu prends Beraldo, mais non mais Beraldo, non c'est mais difficile. Hein. attendez, Beraldo, c'est les dur. gars, face à l'Atlético de Madrid, quand tu vois un joueur en perdition Beraldo, comme il ça, rentre contre l'Atlético de Madrid, non? non mais quand tu vois Nuno Mendes en perdition, tu le sors quand même, non? Je sais pas. Il est complètement à l'envers. Je sais pas, Mathieu, est-ce qu'à un moment donné, Ah non, il rentre pas Beraldo. il faut le faire sortir? Mais t'as rien. Beraldo, rien qu'en Ligue 1, Beraldo, sur des matchs lambda de Ligue 1, il se fait ouvrir par n'importe quel défenseur. Contre Angers, il est en difficulté défensivement. Donc tu peux pas avoir... Beraldo, déjà, c'est un axial gauche en formation qui est encore jeune, qui a pour lui, et c'est cette chance, un vrai pied. Donc ça l'aide. Mais dans tout ce qui est défensif,
c'est une catastrophe absolue. Je vais te dire, ça me coûte de le dire. Hein. J'en ai les larmes aux yeux. Mais je préfère aller au combat avec Milan Skriniar qu'avec Lucas Beraldo. et contre les 19 équipes de Ligue 1. Bah, c'est pas compliqué, Mathieu, en même temps. 17 maintenant. Ouais, mais Beraldo, il a aucune culture défensive en fait. Donc je te dis, c'est en arrière gauche qui est même pas son poste, c'est encore pire. Beraldo sur sa deuxième mi-temps à Marseille, enfin il rentre à Marseille pendant la seconde période, il y a 3-0, il me fait trembler. Alors que je suis au stade et qu'il n'y a aucune raison de trembler. Là contre Angers, il fait des fautes, mais bêtes, il se fait passer. Il y a un moment, il y a El Melaili qui se balade, il se fait passer, mais la manière dont il se fait passer, c'est. Donc non, je pense que. Bon joueur le El Melaili. Ouais, je pense que ce que Nuno Mendes, s'il est là, et notamment en Ligue des Champions, c'est parce que là encore, il y a des choix qui sont aussi. Voilà, c'est un boutin dogmatique, Luis Enrique. S'il n'y a pas d'autre choix, s'il a un choix qui est moins bon, il ne va pas quand même se tirer une balle dans le pied à faire jouer potentiellement Beraldo. Je me permets de vous conseiller Vous ne pouvez pas comprendre, qui est enfin disponible en version originale sous-titrée. C'est sur Canal+, c'est le documentaire qui a été fait par Movistar. C'est de poursuivre la vie de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Je me suis regardé le premier épisode hier, Pareil, ouais. puisque en fait j'avais envie de foot. Mais comme je n'ai pas d'IPTV et autres et que je n'ai pas d'Azone, et ben je me suis retrouvé à pas regarder le derby. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder. Et là, je suis tombé là-dessus. On est quand même avec un fou furieux. Hein. On a quand même à la tête du Paris Saint-Germain. Sacrément starbé. C'est ça, un fou. Mais voilà, je dirais que chez les enfants, c'est un peu un hyperactif. Tu vois, tu as envie de dire, oui, assieds-toi, calme-toi, arrête. Voilà. Mais il y a des choses assez intéressantes. Voilà, il y a vraiment. Et le pire, c'est ce qu'on se disait, Romain, c'est que. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est cadré. Tu sens que Movistar, ils sont pas allés dans l'intime ils l'ont total. pas titillé, Voilà, ils l'ont pas titillé. Donc ça a été bien fait par cette équipe-là. Mais il a quand même passé 4 mois et demi seul dans le centre d'entraînement là-bas, à vivre comme un reclus pour préparer son équipe. Très bien de vivre à Poissy. Hein. Ouais, non, mais oui, je dis pas le contraire. Les premières années de ma vie, c'était vachement bien. Putain, mais je l'imagine tellement pieds nus au campus Marcher du sur PSG l'herbe, à 3h du matin, Ouais. au milieu de nulle part. Non, mais franchement, il est complètement taré. Mais en même temps, il est très authentique. Ah bah oui, mais tu sais que moi, la Attends. scène que j'adore là, dans ce truc-là, et puis après on aura peut-être l'occasion de se faire un petit débat là-dessus, mais pas aujourd'hui, mais la scène que j'adore, c'est quand ils rentrent de Newcastle, où ils prennent une danse incroyable de 4-0, là, 4-1, ouais, 4-1, là, il tourne, il va au frigo. Il se prend, ils sont rentrés, hein, il est 4h du matin, il y a de la brume sur le campus et tout. Et lui, il se prend son bol de pistache, de cacahuètes ou je sais pas quoi, là, d'amande, il pose ça, il se prend une tablette de chocolat et il se met face à l'écran et il se remate le match en disant, vous savez, c'est pas simple après une défaite de digérer. Et là, tu sens qu'il se refait tactiquement tout le truc. Et c'est assez, enfin voilà, c'est intéressant aussi de voir, même si j'ai toujours du mal avec sa relation avec les journalistes, mais ça c'est autre chose. Et justement, je rappelle juste que ce documentaire a été fait uniquement, et c'est aussi parce qu'on peut dire ah ouais il aime pas la presse, mais il accepte d'avoir Movistar qui vient toute l'année, etc. Parce que Movistar a payé très cher l'association pour sa fille décédée et pour les recherches. Donc c'est pour ça aussi qu'il a accepté de faire ce documentaire-là. Ça fait effectivement entrer de l'argent et donc Canal+ a aussi acheté finalement le produit et ça s'appelle Vous ne pouvez pas comprendre. Et franchement, vous pouvez y aller. C'est plutôt pas mal. Voilà, moi en ce moment j'ai un peu de mal avec son discours, mais pour le coup, l'authenticité, l'espèce de folie de cet entraîneur est assez intéressante à voir. T'as jeté un œil dessus, Mathieu ? Non, parce qu'en fait, les trucs qui sont produits par les mecs eux-mêmes, entre guillemets, je trouve toujours ça géographique et ça me fatigue un peu. Eh ben, franchement, franchement, je sais que en plus c'est ton monde aussi, le monde de la télé et tout. Moi, j'aime pas ça. Tu vois, j'ai les documentaires Et moi, Neymar, l'avantage machin. par rapport à toi, c'est que j'ai l'IPTV, j'ai tout ça, mais c'est pas pour autant que je regarde du foot. Mais en tout cas, j'en peux plus du foot en fait. non mais là le coup de voir comment il fonctionne. Voilà, je te laisse rien que pour découvrir ces pétages de plomb devant un ordinateur parce qu'il n'arrive pas à le faire marcher.
Non, franchement, c'est intéressant. Et de voir comment il De toute travaille. façon, j'ai du respect pour un mec qui à 4h du mat se refait un match de Milan Skriniar en Ligue des Champions de cacahuètes. Là, tu te dis, le mec, après il a souffert, on le sait, hein, mais là, il a dû souffrir d'une manière atroce. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'a foutu ce combattant de MMA dans la défense là. Il faut se rappeler de la compo de Newcastle avec donc le milieu, c'était Ugarte et Warren. Et avec Dembélé, Mbappé, Colomboigny, Ramos. Ça fait éclater, effectivement, là, ça fait mal. En fait, quand tu revois le truc, tu fais oh là 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 là. Bref, et en fait, tu suis ce match avec la famille de Luis Enrique dans leur maison, et donc ils sont en train de s'écrouler dans le canapé, mais ils sont en train de manger les oreillers. C'est franchement à voir. Je vous dis, moi, je suis pas un grand fan des docs qui sont un peu commandés comme ça, mais pour le coup, il a quand même ouvert un peu la porte à sa folie, à son travail, ce qui est quand même plutôt intéressant. Les amis, on va parler encore quelques instants de la Ligue 1, mais très rapidement, parce que je vous invite à écouter le billet de notre copain Romain Bédouc de ce matin, parce que lui, on le fait travailler sur le podcast, mais en plus, il était déjà là tôt ce matin à France Bleu Paris pour son billet d'humeur à 8h40 sur les ondes de France Bleu Paris et sur France 3. On va passer et se poser la question de savoir, mais là c'est un petit tour de table rapide, si l'invincibilité en Ligue 1 est vraiment importante pour le Paris Saint-Germain. Est-ce vraiment important de tenter de faire, pourquoi pas, un truc complètement sorti dans les livres d'histoire, unique effectivement, de tenter d'aller chercher le 34/34 pour le PSG. Est-ce que l'invincibilité en Ligue 1 est importante pour le PSG ? Heureusement, Bruno. Pourquoi ? Mais bien sûr, j'ai écouté très religieusement le billet. C'est la Saint-Romain aujourd'hui. Je l'ai appelé pour qu'il descende tout à l'heure. Comme ça. Attends, mais c'est la Saint-Martin aujourd'hui, le 11 novembre. On a les coulisses Luis Enrique, mais on a aussi les coulisses Radio France. J'ai appelé Romain tout à l'heure pour lui demander de descendre pour venir me chercher. Il m'a fait non, désolé, je travaille. Je prépare mon billet. J'étais en train de mettre la mise en ligne de mon billet. Je prépare mon. Non, il a entièrement raison, mais évidemment que invincibilité. Il y a très peu d'équipes déjà qui l'ont fait. Enfin, je ne veux pas rappeler les chiffres, il me semble qu'il y a Nantes avec un match perdu. Alors, 94, le record actuellement, c'est une seule défaite de Nantes en 94-95. C'est ça. Le PSG aussi a un certain nombre de records. Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait le nombre de défaites. Je crois qu'on n'a jamais fait une défaite. Non. C'est deux. Non, mais évidemment, après, tu ne sais pas où le Paris Saint-Germain va aller. Quel sera le chemin du Paris Saint-Germain en Ligue. T'as vu le lapsus révélateur en Ligue Europa? C'est ça, non, Ligue des Champions. Voilà, là on est encore en Ligue des Champions, mais si ça peut permettre de challenger les joueurs, si ça peut permettre de renforcer un petit peu d'une certaine manière le groupe, si ça peut permettre aussi d'assurer une rotation, une plus grande rotation au sein de ce groupe, de prendre de mettre de la distance par rapport au deuxième, c'est déjà le cas. Le Paris Saint-Germain domine, c'est 6 points. Je pense que ça peut, ils sont vraiment au-dessus, ce que disait Romain ce matin dans son billet, ils sont vraiment au-dessus. On va rester quand même prudent, on est qu'à la moitié de saison, mais effectivement, si tu me poses la question de savoir, si c'est invincibilité, mais bien sûr, évidemment. Et évidemment que ça peut faire. Ça ne peut être que du positif pour tout, pour tout le PSG. Pour ce jeune groupe, mon Mathieu, pour ce groupe jeune, l'un des plus jeunes en Ligue des Champions et autres, est-ce que c'est important de se dire que ils vont tenir la baraque, être invincibles et tenter l'invincibilité jusqu'à la fin de saison dans cette Ligue 1? Toi, ça t'intéresse ou tu te dis de toute façon, on sait qu'on va arriver au bout et qu'on va prendre le titre de champion? La seule chose qui m'intéresse, c'est de ne plus prendre, comme tous les ans, ce petit tweet du FC Nantes pour dire la série de 32 matchs sans défaite est encore à nous. Idéalement, j'aimerais ne pas perdre en Ligue 1, mais c'est quelque chose auquel j'accorde pas une énorme importance, puisque j'ai pas peu de doutes. Je pense qu'on va être champion, même s'il y avait quand même des doutes, ou au moins une curiosité en début de saison. Puis à un moment donné, quand on a vu moi je reste toujours persuadé que notre principal concurrent c'est l'AS Monaco, même s'ils ont eu une petite baisse de forme qui fait qu'on a 6 points d'avance, mais c'est une équipe qui est capable sur la durée de nous embêter. Les autres, j'ai un peu plus de mal à les voir nous enquiquiner. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir comment cette équipe elle est capable de rebondir après des échecs en Ligue des Champions, parce que c'est toujours pareil. En championnat, sur le papier, normalement, tu es capable d'arriver au bout sans perdre de match, mais on sait très bien qu'il y a toujours une décompression
mental et que le club, t'as l'impression qu'il tombe en lambeaux à chaque élimination en Ligue des Champions, alors que ça fait 15 ans qu'on se fait éliminer en Ligue des Champions, mais t'as l'impression qu'à chaque fois c'est un tremblement de terre extraordinaire. Alors là, je ne sais pas, par exemple, si on arrive 25e de cette magnifique phase de poule auquel on ne comprend rien et qu'on est éliminé direct, tout le monde va dire c'est un accident industriel, 800 millions d'euros investis et tu passes même pas devant le Slovan Bratislava. Est-ce que cette équipe elle va être capable, par exemple, de survivre mentalement à ce type d'échec? C'est toujours la question que moi je me pose en tout cas. En tout cas, juste la beauté du championnat de France. Tu parlais de Monaco. Sachez que on va affronter Monaco en un mois. Ouais. Dans le championnat, ce qui est 5 complètement janvier, improbable. et Ouais. après, je sais plus. Mais... C'est ça, je suis allé regarder, donc c'est 5 janvier, bon ça sera un dimanche à 21h, je vous l'annonce tout de suite, c'est pour les télés, et ensuite le retour se passera le dimanche 9 février au Parc des Princes, voilà, donc en moins d'un mois. Et on le va 5 jouer janvier, Monaco. c'est le premier match de l'année 2025, après C'est ça. trêve, puisqu'il n'y a pas la Coupe de France, la Coupe de France c'est avant la C'est trêve. ça, donc en fait tu seras peut-être... Tu commences par Monaco. Tu commences par Monaco, effectivement, mais ça peut te poser problème, c'est si toi t'es pas prêt pour ce coup-là, et si tout le monde a bien fêté Noël, on peut être dans le dur. Tu voulais réagir sur... alors je vais pas répéter ce que j'ai dit dans le billet ce matin, et je vous invite, ceux qui sont en podcast, à taper 100% PG le billet. Ça peut être pas mal. Voilà, et en fait, en gros, voilà, n'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, c'est du cousu humain, c'est-à-dire qu'il monte lui-même le produit, voilà, la vidéo, il va la mettre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Voilà. Enfin, c'est toujours mieux d'assumer ses propres propos et de voilà, faire ses trucs. Bon, mais non seulement c'est important, mais en plus je pense que ça doit être un objectif. Et je pense que c'est réalisable. Donc, parce qu'il y a une vraie marge avec les autres équipes de Ligue 1. Ça s'est vu quand le PSG a essayé d'accélérer face à Marseille qui devait jouer le titre. Voilà. Ça s'est vu face à Brest et Lille qui font des super parcours en Ligue des Champions, mais face à nous, ça n'a pas fait long d'un pli. Dès que tu en mettais un, il t'en mettait un deuxième dans la foulée. Et voilà. Donc, je pense que cette équipe-là, en France, a les moyens de le faire. La période la plus importante, paradoxalement, c'est pas celle qui va être sur la fin, où il y a une série à tenir, etc. C'est maintenant. Parce que Mathieu, il parlait des rebonds après Ligue des Champions. De mémoire, il n'y a aucune saison où on se fait éliminer en Ligue des Champions en étant déjà invaincu en Ligue 1. Encore invaincu en Ligue 1. À chaque fois, il y a eu une défaite par-ci, par-là qui est venue voilà, justement sur la gestion des trêves internationales, avec tous les Sud-Américains qui ne sont pas forcément encore revenus au moment du match d'après-trêve. Tous les matchs qui sont avant ou après un match de Ligue des Champions. Et si on passe cette période-là, la période de septembre, on l'a passé avec la trêve. La période d'octobre, on l'a passé avec la trêve. Là, la période de novembre-décembre, ça va être important. Il y a le match contre Toulouse, sortie de trêve. Et puis après, je crois qu'il y a Lyon qui se balade. Et puis, alors, les déplacements ne sont pas trop compliqués, je crois. En fait, en gros, ça nous fait en championnat, le Paris Saint-Germain, 2 fois à domicile, Toulouse et Nantes. Ensuite, derrière, il y aura un déplacement à Auxerre avant de recevoir une dernière fois l'Olympique lyonnais. Et au milieu, il y a 2 matchs de Ligue des Champions face au Bayern Munich et face au RB Salzbourg. Donc, c'est des rencontres qui sont à la portée du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de gros choc, à part Lyon qui sera un match important pour clôturer ce mois de décembre. Mais moi, c'est un truc, j'ai envie que le PSG marque l'histoire. C'est-à-dire franchement, pour la symbolique, en fait, ok, pour les supporters, mais c'est pas un titre. Non, c'est pas un titre. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je pense notamment à l'équipe d'Algérie, tu vois, où on a beaucoup parlé des 35 matchs. Si, tu vois, on en parle beaucoup, mais c'est pas un titre. Moi, je trouve que c'est un marqueur de mémoire. Les Invincibles d'Arsenal, on s'en souvient. 2004, on sait ce qui s'est passé. L'année dernière, Leverkusen avec Xabi Alonso. Le Leverkusen de Xabi Alonso, ça sera une équipe qui sera invaincue. La Juve de Conte l'a fait en 2011-2012. C'est quelque chose qu'on retient, tu vois. Je trouve que c'est un... Voilà, c'est pas que... Je vais pas dire que ça fait tâche que depuis que les Qataris sont arrivés, on l'a pas fait. Mais... je me dis que c'est un des trucs qu'il faut marquer. Voilà, il faut marquer, il faut que le PSG termine une saison invaincue. C'est comme quand on est chez les jeunes et qu'on n'a pas gagné de Coupe Gambardella ou qu'on n'a pas gagné de Youth League. C'est un truc, tu vois, tu dis il aurait pu se passer ça. Et donc je trouve que voilà, il pourrait se passer ça, et j'aimerais bien que ça soit en fait, et surtout ça nous donnerait envie de regarder les matchs du Paris Saint-Germain en étant décorrélé de l'actu européenne, parce que tu peux te faire sortir en 8e de finale de Ligue des Champions, tu auras joué tes 12 matchs avec les 8 matchs de poule et les 4 matchs derrière de 16e plus 8e, tu te fais sortir en 8e face à une équipe qui est plus forte, bon ok, mais la saison n'est pas terminée parce qu'il y a encore cet objectif-là à remplir. Abdellah, pour terminer. Non, l'argument est bon. Effectivement, tu peux les challenger là-dessus. Encore une fois, je ne veux pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, si ça te permet d'avoir une petite rotation sympa, de donner. Mais si tu gagnes le titre trop tôt,
Tu fais quoi? Il te reste la Coupe de France? Ah oui, ça peut être. C'est comme Tu vois d'habitude avec le PSG. Ouais, tu vois, c'est ça le revers de la médaille. Peut-être si voilà, si tu le remportes trop tôt, etc. En termes de gestion, en Justement, termes de gestion de groupe, etc. cet Tu vois, objectif-là de rester invaincu, ça peut être un truc. à voir. À voir, effectivement. Et on va suivre. Je vous rappelle que le prochain match de championnat, ce sera face à Toulouse. Il y aura quand même une particularité. J'ai Et tellement le nous PSG... porter la poisse. Voilà, et c'est ça. Là, c'est vu, le direct défaite contre Toulouse. Le PSG, je vous rappelle, a été plutôt bon joueur, mais ils auraient quand même pu beugler parce qu'avec le nombre d'internationaux qu'on a, trêve internationale qui se termine le mardi soir et le temps de récupérer les Équatoriens. Ils les ont laissé partir Pacho avant, donc tu vois, ils sont plutôt dans une optique tranquille. Hein. Bah, oui, mais sauf que tu vas te retrouver quand même avec pas mal de joueurs qui vont arriver un peu fatigués de leur trêve internationale, bien évidemment. Allez, on termine les garçons avec la Ligue des Champions. On va accélérer quelques instants pour parler du bilan. On rappelle l'Atlético de Madrid, on l'a eu en fil conducteur dans cette rencontre. On en a parlé, bien évidemment. Cette défaite face à l'Atlético de Madrid qui nous fait 2 défaites, 1 nul et 1 victoire pour le Paris Saint-Germain. À peine 3 petits buts marqués. Et surtout un PSG qui inquiète, un PSG qui a 33% de chances de déjà se faire éliminer directement de la Ligue des Champions, ce qui est quand même sur les 12 ou 13 ans de QSI, c'est pas forcément le truc le plus glorieux qu'on ait eu du côté du PSG en Coupe d'Europe. Les garçons, petit bilan à mi-parcours. Mathieu, pour toi, comment tu considères ce parcours en Ligue des Champions? On est à 4 matchs, il nous en reste 4. On rappelle le Bayern Munich, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart pour terminer à Stuttgart, qui ne sera pas, je vous le dis tout de suite, une partie de plaisir pour le Paris Saint-Germain sur son dernier match au mois de janvier. Il est extrêmement mauvais. Tu as reçu 3 fois en 4 matchs. Tu en as gagné un dans des circonstances hasardeuses. Tu as dominé 3 matchs entièrement. Tu n'en as gagné qu'un seul. Tu as déjà perdu 2 fois. Et tu n'as rencontré aucune équipe du chapeau 1. Donc tu peux que te dire que pour l'instant, tu as raté tes 4 matchs. Même si tu as eu des moments où avec une forme de domination. Enfin, je pense notamment aux 2 derniers, PSV Atlético, ces 2 équipes, tu domines du pied et de la tête. Et au final, tu prends quand même 3 buts chez toi. Tu dois concéder quoi? 4 occasions, tu prends 3 buts. Et tu dois avoir un wagon d'occasions incroyable, t'en mets aucun. Et tu dégages un sentiment de fébrilité extrêmement inquiétant. Et prochain match, tu vas au Bayern Munich. Donc, tu peux pas comparer avec les phases de poule parce que c'est un système complètement différent. Donc, tu n'as pas du tout d'éléments de comparaison. Mais pour l'instant, ton début d'aventure dans cette Ligue des Champions, il est extrêmement raté. Abdellah, est-ce que c'est totalement raté ou est-ce que tu arrives encore à sortir certaines choses? On rappelle, 81 tirs pour ce Paris Saint-Germain. Bruno, franchement, c'est ça qui est fascinant. Ce qui fait qu'on débat justement. On peut pas être, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Tu es obligé de nuancer par rapport au contenu des matchs, encore une fois. Mais je regardais les stats. PSG Girona, c'est 62% de possession, 26 tirs. Arsenal PSG, même si on se plante, Arsenal était au-dessus, 62% de possession. 10 tirs, PSV Eindhoven, 57% de possession, 26 tirs, PSG Atlético, 69% de possession, 22 tirs, 9 tirs cadrés, donc en tout 24 tirs cadrés sur 84 tentatives, soit 28,57% et 3 buts marqués sur 297 attaques. Quand tu lis ces chiffres-là, tu te dis, bon écoute, il y a quand même de l'espoir. Tu te dis, il y a probablement de l'espoir. Mais voilà, les résultats, comme le disait très clairement en conférence de presse ou même avant l'ami Diego Simeone, on n'en a rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu plantes devant. Et le moral de l'histoire, c'est que le PSG ne plante pas. Ne plante pas devant. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Si on l'avait la raison, tu vois, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est un déficit? Est-ce que c'est un déficit intrinsèque de la valeur des joueurs qu'il y a devant, qui ne sont pas, outillés pour mettre 15-20 buts? Non, il n'y en a aucun. Donc, on ne sait pas trop. Moi, j'ai pas la solution, j'en sais rien. C'est pas un peu facile quand même de se cacher derrière le côté c'est la faute à pas de chance, enfin, tu vois. Ah non, c'est pas du tout la faute à pas de chance. Non, c'est plus la faute à pas de chance maintenant, c'est terminé. Non, sur 1 ou 2 matchs, Romain, ça aurait pu être la faute à pas de chance. Mais là, ça fait combien de matchs? Non, mais c'est ça. Ça fait 6 avec le Dortmund. Oui, non, c'est une question mentale et c'est pas moi qui le dis. Luis Enrique il parle de blocage. C'est pas moi. Enfin, il y a un paramètre qui fait qu'en Ligue des Champions, les jambes elles tremblent et ça se voit.
Barcola, il a 2 fois la même occasion en 3 jours. Barcola, Il fait le mauvais geste contre, à chaque fois. contre l'Atlético, alors il est hors jeu finalement, mais il la met au-dessus dans son face-à-face. Enfin, et celle d'avant Et- aussi. Oui, tu as raison. Où il Mais, enroule. mais ce que je veux dire, c'est que il est exactement dans la même situation face à Angers, Exactement. et il a juste le gardien facilement, quoi. Il fait le mauvais choix. Et non, enfin, contre Angers, il fait le bon choix, et contre l'Atlético, il fait le mauvais. Parce que, en fait, on en parlait notamment avec Yacine il y a 2 semaines, je crois. En fait, quand ils sont en Ligue 1, les joueurs, c'est pas que les adversaires sont moins bons. Alors oui, les adversaires sont moins bons, mais c'est pas que ça. C'est que le PSG, les joueurs se disent, si je rate l'occasion en Ligue 1, c'est pas grave, je vais en avoir une autre. Si j'en ai pas une autre, tellement de marge que c'est pas très grave, il n'y a pas de grosses conséquences. Donc ils sont libérés dans leur geste, et quand tu es libéré dans ton geste, tu es beaucoup plus efficace, tu es beaucoup plus concentré et tu y arrives beaucoup mieux. Quand tu es en Ligue des Champions et que tu dis putain, c'est celle-là, voilà, c'est celle-là maintenant qu'il faut marquer maintenant, les jambes elles tremblent et ça se voit. Et en fait, ce qui est frustrant avec cette campagne de Ligue des Champions, c'est pas que les résultats, c'est que juste avant le match face à Atlético, il y a un super coup à faire. C'est-à-dire que si le PSG tape l'Atlético, tu es dans le wagon des équipes à 7 points qui sont entre la 9e et la 17e place. Donc tu as même potentiellement un top 8 qui est pas très loin. Et là, le problème, c'est que tu te retrouves 25. C'est ça en fait. Et que, alors effectivement, tu n'as pas joué de... Donc on va pas savoir vivre sous pression. Bah, moi, je pense que c'est le principal travail de Luis Enrique et de son staff d'ici à la fin janvier. C'est de savoir comment mentalement t'arrives à faire que les mecs ils jouent avec le même relâchement qu'en Ligue 1. Parce que les qualités, elles sont là. Enfin, même si c'est plus le même projet, on n'a plus les superstars, on n'a plus les joueurs de classe mondiale, etc. Ok, mais les qualités, elles sont quand même là pour être dans le top 16-20 de cette Ligue des Champions, tu vois, que tu joues au moins ton 16e de finale en l'accueillant au match retour, tu vois. Mais le problème, c'est que ce blocage-là, il faut qu'on arrive à l'annihiler. Matt, de ton côté, Abdallah, je vais venir te voir. Hein, y a pas de, tu voulais réagir Non, vas-y, laisse. Matt, toi, de ton côté, ce blocage, est-ce que tu en souris en entendant tout le monde, en entendant le coach dire on a un blocage et voilà, parce que comment déjà s'en dépatouiller de ce blocage, voilà. Est-ce que pour toi, c'est irréel ce qu'on est en train de vivre sur cette Ligue des Champions? Irréel, je sais pas, mais en tout cas ça dure quoi. C'est parce que tu as parlé aussi des 2 matchs contre Dortmund Ah oui, je les oublie où pas. tu mets 0 but alors que t'as pareil, je crois que tu tapes 6 ou 8 fois les poteaux sur les 2 matchs, tu as des occasions improbables et puis en plus là sur ces 4 premiers matchs de Ligue des Champions, en plus de recevoir, t'as reçu 3 fois. On a parlé du tirage au sort qui sur le papier, sur le long terme, sur les 8 et en gros tu as un tirage au sort beaucoup plus complexe que Brest qui était chapeau 4. Mais pour l'instant, les 4 équipes que tu as jouées, à part Arsenal, et en plus, c'est pas le Arsenal de l'année dernière, c'est pas un énorme Arsenal cette année. Tu as joué 4. Tu aurais pu avoir 10 points en étant sérieux, sans faire des matchs extraordinaires. Et au final, tu en as 4. Et c'est ce que tu vaux. Donc il y a à la fois un problème mental où tu sens que les jambes elles sont pétrifiées dans la MLS. Et puis tu as aussi un énorme souci défensif où au moindre demi-temps mort de l'équipe adverse, tu es soit en danger, soit tu prends un but. Contre l'Atlético, tu te relâches en gros 2 fois, tu prends 2 buts et tu peux même en prendre un 3e. Contre PSV, tu fais une demi-erreur, tu prends un but. Donc il y a aussi une fragilité, je trouve, qui émane de tous les secteurs du jeu. Et peut-être qu'encore une fois, on se met beaucoup trop de pression sur ces matchs de Ligue des Champions, même si on a essayé de véhiculer l'idée que le projet avait changé, que c'était plus un objectif, etc. etc. Mais personne n'y croit, ça. Bah voilà, parce que l'effectif, la Ligue des Champions, c'est tellement ouvert que l'année dernière, dans une année de transition, entre guillemets, en faisant un parcours, tu peux toujours le remettre en question perspective, bah, tu fais quand même demi-finale. Et Dortmund, ils vont en finale. Donc là, tu te rends compte avec cette nouvelle formule où le Real Madrid a déjà perdu 2 fois, City, ils en ont pris 4 au Sporting, que malgré tout le respect qu'on peut avoir pour Brest, ils sont top 4. Après, ils n'ont pas joué non plus grand monde à part les Leverkusen, mais c'est une formule ouverte où tu peux aller loin. Donc je pense qu'il y a un vrai blocage et que le club n'a pas encore réussi à désacraliser la Ligue des Champions, mais encore trop de pression sur ça. Alors tu la désacralises comment la Non, mais Ligue des justement, il a Champions? tout dit. C'est le terme que je voulais employer. Il a raison. Tu sais, de l'ère, enfin, voilà, Tourelle, etc., où on parlait souvent de blocage psychologique. Il ne reste plus que Marquinhos aujourd'hui. Ils ont viré un à un tous les joueurs qui
pouvait ou qui était susceptible de faire obstacle justement à tout ça. Aujourd'hui, il ne reste plus que Marquinhos. Donc, tu te poses forcément la question de savoir pourquoi il y a encore un blocage psychologique. Oui, l'équipe est jeune, il n'y a pas de problème. Il y a les occasions, etc. Mais pourquoi la jambe tremble dans les 15, dans la zone de vérité, dans les 15 derniers mètres là, il y a un problème. Mais tu peux aussi te poser la question de savoir pour quelle raison Brest, Monaco ou Lille joue en toute détente face en Ligue des Champions. Moi, j'ai une réponse. Ouais. C'est parce que je me la suis faite, en fait, la réflexion. C'est de me dire que ce Paris Saint-Germain, contre l'Atlético de Madrid, t'affronte, il joue le PSG. C'est-à-dire que tu es victime, entre guillemets, de ce que tu transpires depuis 15 ans. C'est-à-dire les vedettes, les stars, les résultats, parce que tu as quand même fait quelques résultats. Et donc, tu es désormais un cadre européen. Quand les mecs jouent Brest, le Bayern Leverkusen, il fait tourner. Tu vois, il fait tourner son effectif face à Brest. Et je suis désolé, c'est. Moi, je pense, alors ça sert mon argumentaire aussi. Ça sert mon argumentaire aussi. Je pense que ces clubs-là jouent la Ligue des Champions sans aucune pression. Brest, Brest, ils jouent leur jeu. Ils sont comme ça et ils kiffent. Et ils sont là à kiffer contre tous ceux qui sont devant eux. Et donc, ils jouent libérés. Et donc, ce que nous, on a en Ligue 1, ce qu'on fait en Ligue 1, eux, ils le font en Ligue des Champions. Quoi. Tout est parti de notre président, finalement. Et c'est là où je voulais en venir. Et c'est là où je voulais en venir. Tu dis, il n'y a que Marquinhos qui est là des convenus. Le dernier des Mohicans, on pourrait appeler ça. Mais le problème, c'est que c'est pas que le terrain qui est important là-dedans. C'est toute une culture club. C'est tout un truc. En fait, c'est tout. Comment tu parles de ces événements-là à tes joueurs et qui font que en fait les joueurs qui arrivent se mettent au diapason du club. Pour quelle raison tu mets autant de temps, justement, pour reprendre le terme de Mathieu, pour désacraliser le truc? On t'en parle à chaque début de saison. Et t'as chaque coach qui arrive, oui, on parle de la Ligue des Champions, pas de pression. On en parlait déjà sous Ancelotti. Galtier, Ancelotti, Tourelle, Pochettino, etc. Pourquoi ça revient inlassablement, ce truc Parce que je pense que dans la manière dont on est géré, et il y a les dirigeants, mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est vraiment une histoire de culture club. Je pense qu'on n'a pas encore totalement les réflexes des plus grands clubs européens. Tu vois, on est au stade pour PSG Atlético. Le Parc des Princes n'est pas un stade qui emmène son équipe dans un moment difficile. J'adore le Parc des Princes. C'est le plus bel écran au monde. Pour moi, c'est un des plus beaux stades du monde. Mais l'ambiance au Parc des Princes n'est pas l'ambiance d'un stade qui va pousser son équipe dans les moments les plus compliqués. Et même limite, je me demande si parfois ça joue pas contre nous. C'est-à-dire que je donne toujours l'anecdote de Manchester United. Manchester United en 2019, en deuxième période, le Parc des Princes, il a peur. Et ce qui se passe à la fin du match, c'est la résultante de tout ce qui se passe. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les supporters qui sont au parc et qui payent pour aller au parc sont les fautifs de ce qui se passe sur le terrain, mais ça fait partie d'un écosystème global qui fait que, en Ligue des Champions, on a une approche qui est victimaire. On a une approche de gens qui arrivent pour se faire fouetter, quoi. Et ça, c'est sur le terrain, mais c'est pas que sur le terrain, c'est aussi dans les tribunes, c'est les dirigeants qui, je pense, dans les discours qu'ils font en communication, donc en dans la presse, je pense que les discours aux joueurs ne sont pas du tout les mêmes et qui continuent à mettre une pression sur les résultats européens. Et ouais, c'est toute une ambiance globale qui fait que ça s'explique par les résultats qu'on a. On aura l'occasion, bien évidemment, de parler de la Ligue des Champions, puisque le prochain match du PSG, c'est le 26 novembre prochain à Munich, le Paris Saint-Germain qui va se déplacer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, juste, et parce que c'est important de le dire. Parce que je voulais dire au revoir. Hein. Oui, pardon, je suis désolé. mais parce que sur l'ambiance, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui vont au parc souvent. Je dis pas que les supporters ne chantent pas. Les supporters chantent. Les ultras chantent. Mais je trouve, et c'est seulement mon avis, et je veux bien débattre avec ceux qui sont au stade souvent, je trouve qu'il y a une décorrélation entre les chants et ce qui se passe sur le terrain. J'ai l'impression que ce sont des chants et pas des encouragements. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir le match ou pas, ça ne changerait pas grand-chose. Les chants sont à peu près les mêmes tout le temps, les chants ne sont pas interrompus par des actions fortes, ils sont interrompus seulement par le but, parce qu'il y a un chant d'après-but. Et voilà, c'est l'impression que j'ai
de mecs qui se baladent un peu, et je regarde pas que les matchs qu'en tribune de presse, il y a des moments où je suis autre part aussi dans le stade, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas un suivi du match assidu dans les champs, et donc ça se ressent pas après quand on a besoin de pousser l'équipe. Vous savez quoi? Lundi prochain, c'est lui qui anime cette tribune. Ah bon? Tu te feras un débat là-dessus. C'est pour moi, ça, lundi prochain? Ouais, c'est toi C'est lundi cool. prochain. Regarde bien ton agenda. C'est vraiment toi. J'ai une semaine off. Mais en tout cas, c'était juste pour vous dire, ça peut faire un très bon débat, effectivement, de parler de l'ambiance. Et vous avez vu, on n'a même pas parlé du speaker. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Oh, le tir gratuit On va pour vraiment finir. avoir des problèmes. Et attends, il y a plusieurs speakers. Voilà, c'est terminé sur France Bleu Paris. À chaque fois, ça se termine mal. C'est quand on tire. Voilà, c'est toi là. Ouais, c'est moi. Moi, Je me suis mis tout seul dedans. Je me suis mis tout seul dedans. En tout cas, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Cindy qui a réalisé cette émission. Merci à Mathieu Faure, à Abdella Boulma, à Romain Bédouc et à vous, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour tous vos messages et vos encouragements pour cette tribune 100% PSG. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs et des commentaires, bien évidemment, que ça soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes de téléchargement et sur francebleu.fr, bien évidemment, là où vous retrouvez votre émission préférée. Donc, vous l'avez compris, on se retrouve la semaine prochaine. C'est trêve internationale, donc la petite pause, hein. Vous avez 1 ou 2 matchs à vous mettre sous la dent et surtout profitez des vôtres, et vous retrouverez la semaine prochaine donc Romain Bédouc, et il y a de fortes chances qu'il y ait donc un débat sur l'ambiance en Avec tribune. un mec du Cup au milieu. C'est ça, du collectif Ouais, Ultra avec Paris. plaisir, Avec en vrai. plaisir, on les invite, et ils savent que la maison est ouverte pour Ouais. échanger sur toute l'actualité autour des tribunes, et vous retrouvez 100% PSG le mag de Pierre Clément. Ce sera jeudi prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. D'ailleurs, jeudi prochain, c'est avec Pierre Ducrot, ancien consultant de France Bleu Paris, qui va venir raconter ses histoires de vestiaire dans 100% PSG le mag, avec face à lui des supporters du PSG qui ont plein de questions à lui poser. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.